Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette semaine. C'est bientôt Noël. Eh oui, C'est fou ça, hein. ouais, ouais. Je viens de m'en rendre compte, genre il y a à peu près 2 heures. Je me suis dit, mais en fait, Noël c'est là, c'est genre dans une semaine et 2 jours à peu près. Donc voilà, ça nous remplit de joie. On va essayer de commencer à avoir des sapins, ça T'as va fait être ton absolument génial. shopping? J'ai pas fait mon shopping Ah, encore. voilà. Voilà, je le dis à ma sœur et à mes parents, j'ai pas encore. Ça va pas tarder. Je suis ravi de t'avoir ici, Jean-Fabien. Bah écoute, C'est un pareillement, je suis très vrai, heureux d'être là. c'est un vrai bonheur. Une vraie découverte que j'ai eu la chance de faire il y a. Ça fait 1 an qu'on se connaît, 2 ans? Ah ouais, Ouais, ça deux ans, commence deux 2 ans. ans. Ouais, Euh, T'es photographe? ouais. Ça, c'est une de tes casquettes, parce qu'on va voir que t'en as plein d'autres et Ouais, que bah, t'as je suis fait un peu comme les chats, j'ai eu pas mal de vies, et puis j'aime les médias au sens large, l'expression, jouer le rôle de connecteur, de passeur, de transmetteur, donc ça amène un peu comme toi à essayer plein de choses, plein de disciplines, plein de domaines, s'y arrêter ou pas. La photographie, je m'y suis arrêté en tout cas. Alors, on va essayer de faire un peu le portrait de qui tu es. Mm, On va essayer de comprendre ces multiples vies, sans forcément rentrer dans le détail Non, non. personnel évidemment, mais essayer de comprendre un petit peu comment t'en es venu à la photographie. Toi qui venais un peu du son avec la musique quand même. Malgré tout, j'ai quand même l'impression que la photo t'a jamais vraiment quitté, que t'as toujours eu cette notion un peu d'image. Mais tu vas me le dire ça. Euh, Comment ça a commencé tout ça? Tu es né quand? Oh là, ça, ouais. Oh l'enfoiré. Écoute, Non, non, en fait, non, non. ce qui m'intéresse, c'est au départ, Mais tout vient de la musique. c'est Au, ça, hein. au départ, tout vient de la musique. Ça vient très certainement du premier 33 tours que m'a acheté ma mère. Je suis un petit concarnois à cette époque-là. Ouais, J'ai 11 ou 12 ans. J'ai une jolie maison qui donne face à la mer. d'accord, Et je découvre la musique, toujours l'histoire, tu sais, du grand frère, du copain qui fait découvrir. Et d'accord. moi, je tombe dedans. Ma mère m'achète un premier 33, c'est Serge Gainsbourg, aux armes, etc. Et en Bretagne, il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est l'arrivée des radios libres. Ok. Et très peu de temps après, je me retrouve face à un micro à jouer des disques, en Ouais. fait. Et ces disques-là, à l'époque, c'est des groupes comme les Cramps, Tuxedo the Moon, les Cure, les Meteors, Wall of Voodoo, mais aussi Donc, AC/DC, etc. donc culture un peu contestataire, un peu rock, un peu. Ouais, bretonne, quoi. Non, non, mais forcément. Rock, évidemment, mais Ouais. aussi contestataire, parce que mon père n'avait aucun goût musicaux. Non, c'est vraiment la rencontre s'est faite grâce à ce fameux grand frère. Hmm. Vraiment, vraiment. Et tu sais bien, quand on a 11, 12, 13 ans, on est en recherche de construction d'identité. La musique m'a permis, en tout cas, d'aller nourrir quelque chose que je découvrais en moi, qui était la curiosité. C'est génial de pouvoir faire de la radio. T'avais quoi, 12, 13 ans à ce moment-là? Ouais. Et tu t'es mis à Ouais. faire de la radio, c'est absolument. Qu'est-ce que ça t'a appris ce. Parce que la radio, alors pour être franc, on pourra en parler à peu près 18 heures, je crois, d'affilée. C'est le média que je préfère faire Ouais. et écouter le plus. Je suis amoureux de la radio, vraiment, j'adore ça. Qu'est-ce que ça t'a appris en fait? Cette radio, est-ce que tout d'un coup, tu es seul ou en groupe face à un micro? Le J'étais fait de souvent, passer des groupes, le fait de transmettre, il y a un. C'est j'étais pas neutre en souvent fait. très très seul en fait. Ouais, J'ai commencé seul. J'ai fait de la radio en fait très longtemps. J'ai arrêté d'en faire en 1994, je crois, ou 15, mais j'avais commencé en 1981. d'accord. Donc Ah ouais, j'ai donc tu as connu fait en fait, quasiment 15 ans de radio, quoi. ouais, j'ai connu cette époque des radios pirates et des radios libres. Ouais, Et grosso modo, on ne savait pas à qui on parlait. J'ai fait de la radio dans des salles de bain, j'ai fait de la radio un peu partout. c'est génial. Je pense que s'il y avait 3 potes de l'autre côté, c'était le maximum. Par contre, euh, c'est une expérience, je crois que c'est un début d'expérience, premièrement face à soi-même. Ça permet de vaincre éventuellement des timidités, des peurs. Et ça incite en fait au partage. Et donc, inciter au partage, c'est un début d'exigence envers soi-même. Hmm. C'est cultiver son plaisir pour essayer en fait, de le communiquer à son prochain. Hmm, hmm. Et on est déjà dans cette notion de création de liens, de partage. Moi, ça s'est fait avec le son. Voilà. Excellent. Donc tu commences avec la radio, tu découvres la musique, Ouais. tu arrives à Nantes, c'est ça le chemin? Oui, grosso modo, j'arrive à Nantes après mon bac. Mon père, pour la faire court, revend toutes ses affaires. Oui, parce que c'est la mafia nantaise. On vous le dit Ouais. tout de suite, c'est. C'est la mafia nantaise. Et j'ai peut-être quelques potes. Et Nantes a été le grand choc de ma vie, T'es arrivé évidemment. à quel âge là-bas? Juste après le bac. Donc t'as 19 ans, 18, Ouais, 19 ans, quoi. ouais, je m'inscris en fac.
je m'aperçois très très vite que quand même c'est pas fait pour moi. Je suis toujours en fait, dans ce rapport de se révéler à soi-même. C'est ça qui m'a intéressé. J'ai pensé en arrivant en fac que ce processus continuerait. Je me suis retrouvé face à un parterre d'étudiants en fait, qui étaient très passifs et face notamment à deux profs qui étaient fantastiques et qui nous invitaient en fait par cette culture qui était transmise à nous révéler à nous-mêmes, c'est-à-dire à construire notre propre personnalité, développer, déployer une façon de penser. Mais c'est vrai que mes petits voisins m'ont invité à aller voir ailleurs si j'y étais et j'ai voulu tenter le journalisme. Je suis un autodidacte. Donc j'ai frappé à la porte de Ouest France. L'anecdote est rigolote, après on ne va pas faire toute ma vie comme ça, sinon c'est foutu. Mais l'anecdote est peut-être rigolote. Je me suis pointé à Ouest France en disant bonjour madame, je vais écrire sur le rock. Déjà, c'est un bon début. Je vais écrire sur le rock. Donc Ok. accueil Ouest France Nantes. Donc la bonne femme te regarde, fait et je bouge pas. Donc au bout de 5 minutes, elle me regarde, je vais écrire sur le rock. Je dis ok, open space, vous voyez ce que c'est, vous allez au fond, il y a un monsieur avec un sourcil un peu broussailleux, il va vous recevoir, démerdez-vous. Donc je vais voir le bonhomme, je vois un bon breton, bourru, qui me regarde et je lui répète la même chose. Et le mec réagit pas trop, j'ai une clope à la main et je cherche un endroit où écraser ma clope. Et je fais un petit aparté, j'avais une copine qui organisait d'immenses fiestas à Nantes. Le premier concert d'Elmer Footbeat s'était fait dans son appart. D'accord. Et elle avait de grands cendriers pour écraser les clopes. Et je vois donc le cendrier très naturellement sur le bureau de cet homme qui s'appelait Jean Téphène. Et donc j'écrase ma clope et le mec hurle. Et je m'aperçois que je venais d'écraser ma cigarette sur son pavé de 1968. Et là, le mec, il me dit, ok, vous voulez écrire sur le rock? Très bien. Il y a un concert demain? Ok, allez-y, ramenez-moi 40 lignes. Et ce type-là m'a permis de faire tout, mais absolument tout ce qu'il ne faut pas faire en journalisme, et encore moins dans un quotidien. Des titres en anglais, des papiers de 90 lignes quand il faut en faire 30, des rendus 3 jours après, etc. Il a tout supporté, mais en même temps, c'est un type qui m'a permis en fait, de découvrir le journalisme, l'écriture journalistique, les différentes techniques d'approche, alors l'interview, le reportage, etc. Et je me suis retrouvé à être un peu monsieur musique à Ouest France, tout en découvrant l'action culturelle avec un monsieur qui s'appelait Jean Blaise, Les Allumés. Donc Jean Blaise, pour ceux qui connaissent La Nuit Blanche, ne le savent peut-être pas, mais Jean Blaise est le papa de La Nuit Blanche. Et les Allumés de Nantes, ce festival mythique, sont en fait les grandes sœurs des Nuits Blanches. J'ai vécu la culture à Nantes au moment où un jeune maire, Jean-Marc Ayrault, s'en servait comme levier politique réel. Jean-Marc Ayrault a eu 3 municipes, et pendant ces 3 municipes, il a ouvert 2 chantiers politiques. Il a ouvert le premier chantier qui a été la culture, et le second qui a été la voirie. Donc il s'est servi de la culture vraiment comme d'un levier important pour redynamiser Nantes, aussi bien sur le plan du vivre ensemble, de l'harmonie de la vie nocturne, de la redynamisation du tissu économique local et du rayonnement, bien sûr, de la ville en interne comme vers l'international. Et ça, c'est des valeurs qu'on retrouve effectivement à Nantes, à Nantes et qui perdurent encore aujourd'hui, effectivement, avec cette culture extrêmement forte, quand on voit cet éléphant, quand on voit cet univers. J'ai vécu l'arrivée du Royal Deluxe. Il faut savoir que le Royal Deluxe est arrivé à Nantes dans un autobus à l'Impérial, je crois en 1989, quelque chose comme ça, parce qu'il venait de se faire foutre dehors à coups de pied dans les fesses par le maire de Toulouse, qui les avait en fait vraiment fichus à la porte de la ville. Donc ils sont venus en catastrophe, s'échouer et demander quasiment l'asile culturel à Nantes. Et Ayrault a décidé politiquement, toujours pareil, que le Royal Deluxe allait être hébergé à Nantes et pouvoir à nouveau se déployer et travailler. Donc on connaît le Royal Deluxe aujourd'hui, mais quand ils sont arrivés, c'était une petite troupe de théâtre de rue qui avait des spectacles assez nerveux, très punk dans l'esprit, un petit peu. On leur soupçonnait souvent un cousinage avec la Fourra d'Els Baos à Barcelone. Donc souvent, en fait, des spectacles qui impactaient le public, voire qui l'intégraient dans le processus narratif et scénaristique. Et ensuite, il y a eu Cargo 92, bref, Nantes l'allumait. Alors Nantes l'allumait, et puis Nantes surtout avec cette salle mythique qui s'appelle Stéréolux. Ouais, mais avant il y a l'Olympique,
que Ah j'ai pardon, oui, je que, pense à l'Olympique en disant voilà, Sériolux, tu vois à quel que point. j'ai cofondé avec Eric Boistard. Voilà pourquoi je voulais en parler. Bah oui, j'ai programmé. Alors j'ai programmé, mais je programmais longtemps, hein. Je crois qu'avec Eric, les premiers concerts qu'on a programmés, ça devait être Noir Désir en 1988. Donc vraiment, ça fait vieux con. Excusez-moi, on est sur Facebook Live et puis je parle 88, c'est une d'un- belle année, c'est l'année de ma mais ouais, naissance. Donc de tout va très bien. beaux souvenirs, comme Ouais. les Daft Punk. Je programmais Daft Punk en Waouh. 1995, live et sans masque. Alors à cette époque-là, c'était la grande guerre entre guillemets avec Rennes, parce qu'en face, on avait quand même le couple infernal Jean-Louis Brossard et Hervé Bordier. Mm. Les transmusicales, c'était et ça reste un temps fort absolument mythique. Et c'est vrai que les Daft Punk font partie des quelques groupes que Brossard n'a pas réussi à me. À te piquer. Ouais, le reste, je me suis quand même bien fait avoir. Alors tu découvres Stéréolux et puis tu montes à Paris. Pardon, l'Olympique. Ouais, Faut que l'Olympique. donc Qui était l'Olympique. d'ailleurs, puisqu'on parle aussi de cinéma, qui était quand même une salle assez incroyable, parce Ouais. que c'est la salle dans laquelle Jacques Demy avait découvert le cinéma. Donc c'était dans ce quartier de Chantenay, une salle un peu au style rococo, qui avait été transformée en supermarché pendant les années 70 D'accord. et qui était redevenu un espace en fait non investi pendant des années. Bien avant que ce soit Jean Blaise, parce que ça a été quand même fait sous la férule de Jean Blaise, cette affaire-là, mais bien avant qu'Éric Boistard ne réouvre l'Olympique, l'Olympique était investi par pas mal d'assauts nantaises et qui tapaient dans du rock très traditionnel, du Dr. Feelgood, etc., du rock, donc on va dire un peu garage. Mais il n'y avait pas de vocation écrite officielle pour cette salle. Ça l'est devenu ensuite. Et puis, effectivement, toi, tu connais la suite de l'aventure. Quand l'Olympique s'est avéré un peu trop petit, puisque c'était une jauge de 900 places, voilà, Et que ça a été transformé. Tu sais que moi, c'est arrivé. mon groupe de musique a joué à l'Olympique. Ouais. Et du Alors, coup, j'ai eu la chance de rentrer dans les loges et puis ce fameux escalier derrière la scène pour mais monter. d'ailleurs, tu sais que c'est là que les Daft Punk ont signé hein, leur album. Ah oui? Ouais, c'est ce soir-là à l'Olympique. Les gens de Virgin avaient eu vent que les Daft Punk étaient disponibles en fait pour une signature. Ok. Et donc Maya Masbeuf, qui était à l'époque en charge des musiques électroniques, qui était quand même une manager de label assez importante chez Labels et chez Virgin, est venue. Et quelques mois après, le premier album était signé chez eux. Il y a de belles histoires à l'Olympique, comme le design. Après, on close cette histoire-là, mais le design, je ne sais pas si tu te souviens des grands boucliers. Oui, tout à fait, qui était sur le côté de la salle, effectivement. Absolument. Alors, pour les fans de musique, il y a eu un label très important dans les années 80 qui s'est appelé 4AD. 4AD étant le label, entre autres, des Pixies. Et ce label avait une particularité, d'où ma culture de l'image, en fait, et mon amour pour la photo carrée. C'est que l'ensemble des pochettes de disques était réalisé par un seul designer qui s'appelle Von Oliver, qui signait V23 ou V23 Envelope, un petit peu à la manière de Peter Saville, par ailleurs à Manchester. En fait, 4AD confiait ce travail de design à un seul type. Et nous l'avons invité à produire des expositions. La première a eu lieu à Nantes en 1989, la seconde à Paris, à la Grande Halle de la Villette. Et le jour où on a ouvert l'Olympique, on a dit à Von Oliver, on dit voilà, tu dessines des pochettes de disques, maintenant tu vas nous dessiner notre maison. Et donc on lui a demandé de designer la salle. Il a en partie accepté, il a en partie refusé, et à cette époque-là, il nous a mis en contact avec deux femmes qui étaient en fait les designers du dry bar de New Order à Manchester. Okay. Et donc on est parti avec Eric à l'Hacienda. On est parti voir le manager de Joy Division et de New Order, Rob Gretton, le regretté Rob Gretton, pour avoir un échange avec lui sur l'Hacienda. On était vraiment des gros branleurs, parce que je crois que quand tu débarques à l'Hacienda à Manchester en rendez-vous avec Rob Gretton, je crois qu'il est difficile d'absorber tout le pan de l'histoire de la pop musique anglaise que représentait le bonhomme et que représentait le lieu. Hein. On était dans cette époque des Happy Mondays, des raves, etc. Et donc, ce sont les gens
de l'Hacienda et du Dry Bar de Manchester et Von Oliver du label 4AD qui a designé en fait l'intérieur de l'Olympique. D'accord. Voilà. Mais t'en as des tonnes des histoires comme ça. Ouais, je trouve sais. ça absolument génial. Je reviendrai. Oui, c'est ce que j'essaye de refaire venir Jean-Fabien à Nantes parce que tu as des tonnes d'histoires et c'est tout un pan de la culture nantaise. Mais Nantes est une ville absolument merveilleuse, extraordinaire. J'y ai vraiment vécu les plus belles années de ma vie. Parce qu'il fallait faire les 400 coups. Ouais. C'est-à-dire que c'était souhaité, c'était voulu. Aujourd'hui, c'est une ville qui est beaucoup plus écrite. C'est-à-dire que les scènes, les espaces, les lieux sont bien identifiés, même les publics. J'allais dire, chacun sait aller, à quelle soirée aller, etc. Machin. Ce côté un petit peu déglingue, underground, dangereux même. Tu allais sur l'île Sainte-Anne, c'était un coupe-gorge quand même. Même où il y avait l'Olympique à l'époque. Oh non, Chantenay, ça allait, mais l'île Sainte-Anne était un vrai coupe-gorge parce que tu avais la Mano Negra et le Royal Deluxe qui étaient dans un immense hangar désaffecté. Et tu avais, au bout de l'île, tu avais un espèce de petit troquet borgne qui appartenait à la mafia portugaise. Et tu y mangeais des poulets épicés. Et c'était alors vraiment toute la nuit nantaise qui venait s'échouer dans ce lieu vraiment borgne pour bouffer des poulets épicés. Et tu avais vraiment de tout. Et parfois, ça se terminait à coups de hache, quoi. C'était vraiment, vraiment spécial. Incroyable. Voilà. Incroyable. Comme quoi, on n'est pas en sécurité à Nantes. Non, non. Bon, donc toi, tu arrives à Paris, parce que finalement, ça se développe tellement bien l'Olympique que... oui, puis parce que je suis ma femme, ma future ex-femme, qui venait d'être nommée plus jeune DRH de France. Et donc, soit je favorisais la carrière de mon épouse, soit je la rapatriais à Nantes. Moi, je continuais à faire du rock'n'roll, etc. avec mes copains. Mais elle loupait cette opportunité-là. Donc, je décide d'arriver à Paris. Voilà. Étant fan de médias, je découvre le web, le web grand public. Hein. Je l'avais découvert très brièvement en 1994, donc pas forcément avant tout le monde. Mais je décide effectivement au moment où le web devient grand public, avec les premiers fournisseurs d'accès, dont un qu'on a oublié depuis qui s'appelait Infony. Ouais. Qui avait un système propriétaire, c'était assez rigolo. Infony était un fournisseur d'accès qui est également un producteur de contenu, mais qui avait un système propriétaire qui empêchait les abonnés, grosso modo, d'aller vers le web. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de... C'est un web fermé, en fait. Oui, il y avait une espèce de web fermé. Il fallait intégrer un CD-ROM qui te permettait d'accéder à une série d'univers, en fait, de portes d'entrée éditorialisées. Et éventuellement, on est à l'époque des premiers navigateurs, on est avec Netscape, les premières versions, Internet Explorer, on est en pleine guerre, là. Parce que moi, je suis plutôt pro Netscape, et bien sûr, petit à petit, l'influence et le poids de Microsoft augmentent, et petit à petit, Netscape recule. Et Infony était un de ses fournisseurs d'accès. C'est ma première expérience, je vais dire, professionnelle vers le web, c'est avec ce fournisseur. Et donc, tu découvres le web. À partir de quand, du coup, tu commences la photo, finalement? Et je cofonde Magic, un magazine dédié qui réédité, enfin qui est republié après 21 ans d'activité. Le magazine Magic Revue Pop Moderne s'est arrêté. Ils reprennent en janvier. D'accord. Et avec 5 copains, justement, la même troupe qui avait un fanzine à Paris, on fonde ce magazine, toujours pour parler de pop moderne. En fait, j'écris, moi, je ne photographie pas à l'époque. Je travaille, je collabore, je fréquente, je croise beaucoup de photographes musicaux essentiellement, ou de photographes rock, parfois de grands noms, comme Richard Bellia, par exemple, qui est une tête de Turc incroyable. Je me suis fait engueuler par Richard une fois. Mais qui ne se fait pas engueuler par Richard Bellia, qui ne se fait pas moquer par Richard Bellia, n'est pas aimé par Richard Bellia. Non, c'est un personnage absolument incroyable, mais il a... Aujourd'hui, ça aussi qui est intéressant en fait en photographie, Richard Bellia est ce qu'il est parce qu'aujourd'hui il pèse 35 ans d'histoire des musiques actuelles ou du rock. Enfin, quand je dis rock, ça... Dans sa collection, il a évidemment des photos incroyables de groupes à leur début. Et donc la valeur documentaire est extrêmement importante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Richard représente quand même ces 35 dernières années d'histoire des musiques actuelles ou amplifiées ou rock. Quand tu rencontres ces photographes-là, toi, tu te dis quoi? Tu te dis, tiens... Je les admire beaucoup. Ouais. Et tu te dis, j'ai envie de faire de la photo aussi? Non, jamais, jamais, parce que j'écris. Moi, je viens des mots.
Tu mets en avant plutôt l'aspect collaboratif de tu prends les photos, j'écris et du coup à nous deux on va faire un truc cool, plutôt de se dire je t'ai envie de faire de la photo et j'aurais aimé Non, en jamais, faire. Voilà. jamais. Plus la complémentarité que tu sollicites plutôt que Alors disons que la l'envie ou la concurrence. jalousie, c'est pas un de mes moteurs. Hmm. C'est-à-dire que je n'ai jamais été envieux. Au contraire, je pense que d'aimer le talent des autres, d'être attentif, d'être observateur, d'être bienveillant, d'être admiratif, sont des vertus. Être envieux ne fait pas avancer. Donc je n'ai jamais eu ce type d'articulation-là. Non, je ne sais pas, je suis dans un rapport humain naturel, j'aime leur talent. C'est-à-dire que comme je suis sensible à la photographie, que très souvent, en plus, ce sont des photographes qui travaillent en noir et blanc, alors que moi, je suis un photographe de la couleur. Enfin, tu le découvriras après ça du coup. Ouais. Mais... Je me nourris tout Ouais. simplement de leur travail et puisque je suis un fan de médias, aussi bien en tant que simple rédacteur jusqu'à cofondateur de magazines, etc., j'ai fait toute la chaîne et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire d'apprendre. Je suis quelqu'un qui aime apprendre. C'est un moteur essentiel pour moi. D'accord. Eh bien, on associe la photographie de manière naturelle selon les contextes et les circonstances. Mais d'appuyer sur le déclencheur, non, parce que je crois que j'aime tellement le talent des autres que je n'aurais jamais eu cette espèce de morgue, de me dire, ouais, et moi, si j'essaye, tu vois, je ne suis pas dans ce rapport-là. Donc, et puis j'étais heureux dans le fait d'écrire, de faire de la radio, d'organiser des concerts. C'est une vie bien remplie. Et je crois, et ça continue encore aujourd'hui, qu'une de mes lignes de conduite, alors que ce terme n'existait pas, c'est peut-être d'être un connecteur. C'est-à-dire que très longtemps, j'ai estimé, dans mes actions, que ce soit par le biais d'un article, d'une émission de radio, d'une émission de télé, de l'organisation d'un concert de spectacle vivant, que mon rôle se situait et était exact à condition que je mette en relation, au final, un artiste et un public. Hein, c'est de la médiation culturelle, d'une certaine manière, simplement de favoriser les conditions de cette rencontre. C'est-à-dire que quand je faisais une chronique de disque, par exemple, je n'ai jamais eu cette tentation de dire aux gens c'est bien ou c'est pas bien. Ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire d'avoir des avis définitifs où tu dis à quelqu'un bon ben voilà, ça c'est de la merde, donc c'est pas à peine que tu l'écoutes, ou ça c'est génial si tu l'écoutes pas, t'es un crétin. C'était pas ma démarche éditorialement parlant. Si je parlais d'un disque ou si je parlais d'un artiste, ce qui m'intéressait, c'est d'être en mesure de déclencher cette envie chez l'autre, de faire sa propre opinion. C'est-à-dire de dire, ce qu'il dit là, ça a l'air pas mal, quoi. Donc je vais vérifier. Est-ce que tu considères ton job comme... Parce que tu te considères comme un connecteur, mais pour moi, tu es plus qu'un connecteur en fait. Parce que, et on va le voir dans ton travail de photographie, on va le voir dans l'exposition, on va y arriver au fur et à mesure à ton travail de photo, à ton expo que tu fais actuellement à Montreuil. Ouais. J'ai plus les termes en tête, mais c'est quelque chose comme un raconteur d'histoire, d'images carrées. Ou comment tu te... Je l'ai sur ton dossier de presse juste là. En tout cas, tu te considères plus comme aujourd'hui en tout cas, comme un raconteur d'histoire. Est-ce que c'est lié? C'est-à-dire le connecteur, c'est la fonction, mais par contre, le moyen d'être connecteur, c'est de raconter des histoires. Est-ce que c'est l'impression que tu l'as depuis le départ, ça, quand même? En fait, être un connecteur, ou la façon dont j'ai envisagé mon rôle jusqu'à présent, était de ne pas me mettre, ou de ne pas prendre la responsabilité, plutôt, d'assumer un premier plan, d'une certaine manière. Mettre en avant les autres. C'est-à-dire de favoriser les conditions d'eux, ne me demandez pas de m'impliquer plus avant. C'est-à-dire, si tu organises un concert, qu'il se déroule bien et que le public rencontre son artiste, ton job est fait. La photographie, ou même le journalisme, quand je pratiquais du journalisme... Ouais, tu racontais des histoires à ce moment-là, non? Non, parce qu'on n'était pas encore sur ce renouveau, on va dire, du journalisme narratif, subjectif. Moi, j'étais école Ouest-France, quand même. Donc c'est les 5 W, ouais, les faits. C'est un peu ça. Okay. Mais cette notion d'histoire, en photographie, en tout cas, elle dépend de plusieurs facteurs. Elle dépend effectivement de ton implication et de la façon dont tu vas procéder photographiquement, parce qu'il y a plusieurs disciplines en photographie.
Dans quelle mesure en fait le photojournalisme fait du storytelling ou relate des faits? Moi, je crois que le livre Good Morning Montreuil est à la croisée justement de toutes ces pratiques. C'est-à-dire que c'est un ouvrage à la fois candide, tout à fait naïf. C'est également du photojournalisme. C'est un parti pris presque sociétal et politique. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs regards qui sont portés. Il y a un tout qui raconte une histoire. On peut raconter une histoire en une seule photo. Il y a énormément de photos connues, célèbres, depuis ces 100 dernières années, qui prouvent qu'une seule image fixe peut poser un univers complet et peut raconter une histoire. Bien sûr. Maintenant, si on parle de narration, c'est le volume qui va faire sens. Et c'est la façon dont tu vas dérouler la logique de ton fil narratif photo après photo. C'est intéressant parce que du coup, pour construire un récit. Ouais, et c'est en lien avec ton travail, effectivement. On va voir plusieurs séries de tes photos et effectivement, tes photos fonctionnent par série et pas juste en one shot de Et j'ai commencé en one shot. J'ai commencé en one shot. Ce qui est alors, normal. t'as commencé quand alors? J'ai commencé très tard. Donc là, tu crées des médias, tu crées des rencontres, tu crées des connexions. Mais ton média reste l'écrit et la radio. Ouais, la radio, bon, je l'abandonne en arrivant à Paris. Je garde l'écrit, en fait, la photo est le résultat d'une série d'incidents, mais d'incidents heureux, hein, de hasard. C'est-à-dire que là, on arrive avec la naissance des smartphones. Là, je suis dans une boîte de consultants à Paris qui fait notamment du conseil éditorial. Et les premiers smartphones arrivent. On est sur la fin de l'ère MySpace. MySpace n'était pas du tout un média correctement adapté pour travailler en fait la puissance de l'image. On n'était pas encore. Ah oui, c'était le son à la limite. Mais... C'était le son, puis même le mode d'interaction, en fait, l'interface de MySpace. C'était un média rigolo. Moi, je me suis vraiment amusé sur MySpace. Ouais. Et des gens comme Pedro Winter d'Headbanger ont compris, je crois, la puissance et l'importance du média communautaire en travaillant très tôt un média comme MySpace. Ouais. Alors, de toute façon, toute l'équipe des Daft Punk, de Justice, ont compris extrêmement vite, effectivement, ils se sont fait connaître. Moi, j'ai une grande admiration pour Pedro Winter. C'est un garçon que j'estime énormément, que je n'ai pas vu depuis quelques années. Mais c'est quelqu'un qui a une véritable finesse. Et je pense que s'il a réussi à sortir, en fait, l'épingle Headbanger du jeu, c'est-à-dire que s'il a réussi à résister à l'effondrement de l'économie de l'industrie musicale, c'est parce qu'il a eu une lecture de ce qui était en train de se passer du point de vue des médias sociaux très fine, très tôt. Et je crois qu'il a déclaré il y a 2-3 ans, mon job a changé, je ne suis plus aujourd'hui patron d'un label, je suis community manager. Et Pedro Winter est un garçon très, très, très fin et très fort. Il a réussi en fait à contourner, à se servir de ces leviers-là pour continuer à produire de la musique. Mais son cœur de métier, c'est de faire de la crowd culture, c'est de faire de la brand culture, c'est de s'associer à des marques, c'est de faire du community management avec une animation en territoire physique, qui sont les fameuses Headbanger Parties, qu'il a fait, mais il a fait plusieurs tours du monde comme ça ces dernières années, à travailler, à cultiver, à faire du nurturing, etc., communautaire, mais au final, c'est quand même un mec qui continue à produire des disques. Et voilà. Il s'est rendu compte finalement que, sur cette anecdote, il s'est rendu compte finalement que il avait dans ses équipes des productions et des produits ou des artistes qui étaient extrêmement bons. Et il s'est dit, mon job n'est plus de pousser les artistes jusqu'à leur retranchement, c'est de gérer des communautés, l'audience, et faire en sorte que mes artistes soient vus, entendus. Et c'est ça mon travail. Et en fait, son poids d'audience et son poids communautaire associé à sa culture graphique et du visuel avec Somi, qui était à ses côtés pendant très longtemps, lui a permis justement d'aller travailler et de faire de la culture de marque. C'est-à-dire que là, je crois qu'une de ses dernières opérations, après on peut les apprécier
de différentes manières, mais ça a été de refaire une édition limitée, enfin 5 éditions limitées pour la Smart. Mais c'est parce qu'il avait ce poids d'audience Complètement. que les marques... Qui est aujourd'hui l'actif des marques et des médias. Eh oui, mais c'est sa vraie valeur, son vrai poids économique, il est là. Alors ça m'intéresse qu'on parle de ça. C'était pas du tout prévu, mais Non, je sais. Je sais, mais ça fait partie du concept de conversation. C'est qu'à chaque fois, j'ai à peu près pas prévu ce qu'on va dire, mais cette question me passionne parce que tu es sur ce canapé. On va parler après de début de photographie et compagnie. Mais on parle de la diffusion et du poids de la diffusion, l'impact de ça. Moi, quand je travaille avec des médias, les médias ont beaucoup de mal à comprendre que la production de contenu n'est plus forcément la valeur unique de leurs médias et que la diffusion, les communautés, leur audience est devenue un acteur et un actif peut-être beaucoup plus important que leur production. Toi qui es créateur d'histoire, créateur de contenu, ton travail a fait sens. Tu parlais des séries, tu parlais de cette exposition. Tu parlais de ton travail qui est sur la durée, donc on ne le voit pas, on va le montrer, il y a les appareils de Georges Fabien qui sont là. Ce travail de vouloir raconter quelque chose, donc de produire du contenu, quand on te dit la production c'est bien, mais finalement ce qui compte le plus c'est diffuser, comment tu le perçois ça? Parce que finalement c'est aussi c'est écorcher ton travail de producteur, d'artiste, que tout d'un coup on puisse te dire c'est bien de produire, mais finalement le plus intéressant... Et ma deuxième question liée à ça, donc déjà premièrement, comment tu le vis en tant que producteur de contenu, en tant qu'artiste? Et deuxièmement, est-ce que finalement ton travail aujourd'hui, il est plus de produire ou de diffuser? Comment tu vois les deux? Moi j'ai une grande chance, c'est que donc j'étais sur les réseaux sociaux tôt, et donc mon histoire avec la photographie, parmi les phénomènes qui m'ont fait basculer vers cette approche, cette discipline, ce langage, cette grammaire, c'est effectivement l'arrivée des médias sociaux. On est à une époque où le premier iPhone va bientôt sortir. Nokia sort un téléphone absolument mythique qui s'appelle le N95, qui est ici, et qui a une optique Zeiss qui ouvre à 2,8, 5 millions de pixels. Alors ça ressemble à... C'est sur quoi? Tu es sur un 50 mm ou tu es sur un... Là, ouais, je sais même plus. Non, tu n'es pas sur un 50 là-dessus. Tu es sur un grand angle, plus grand angle, je ne sais plus lequel, j'avoue. Mais par contre, tu as un piquet, c'est une optique Carl Zeiss, quoi. Alors ça ressemble à une boîte à chaussures. Ça ne se connecte pas bien au web, parce que ça sort, je ne sais plus la date, on est en 2007, 2008 je pense, ou 2009, je ne sais plus. Tu te rends compte, 2007-2008, c'est pas vieux, ça a 8 ans, 9 ans. Il sort au même moment que le premier iPhone, grosso modo. Hein. D'accord. Sauf qu'il est bien supérieur au premier iPhone du point de vue photographique. Ouais. Hein. Et Twitter, en France, est vide, désert. Moi, je me souviens, je travaillais donc avec des gens aujourd'hui qui sont des gens extrêmement importants dans les milieux de l'innovation, comme Stéphane Distinguin, etc. Je me souviens de Stéphane qui lui-même, au départ, et c'est normal parce qu'aucun des usages n'était installé. Le média existait, le réseau était ouvert, mais la façon de l'appréhender, la façon d'en construire les usages, d'en arrêter les lois et les règles d'or et les méthodos ne sont pas là. Donc Twitter est quasiment désert et Facebook a encore son The sur la langue, là. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va aller foutre là, en fait? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et ces petits boîtiers arrivent. Et le choc pour moi vient d'un photographe que je croise qui s'appelle Benjamin Bocas. Je ne suis pas encore photographe du tout. Et ce photographe que je salue commence à jouer avec ce téléphone. Et je m'aperçois qu'on n'est pas simplement sur un outil de réception, un terminal de réception, mais qu'on a bien affaire à un outil créatif, un outil de production. Ouais, c'est intéressant que tu aies dit outil créatif avant d'outil de production, ce que dans la tête. Oui, outil créatif parce que le N95 a cette spécificité, c'est qu'on peut absolument en pervertir tous les réglages, mais d'une manière très poussée. Et Benjamin Bocas déploie un travail basé sur la pixelisation à outrance. C'est-à-dire qu'il paramètre son smartphone
pour travailler grosso modo à partir de très gros pixels. Là où aujourd'hui on a des millions de pixels sur Ouais. notre appareil, lui, Et à la lui, limite, en fait, il prend fait les l'inverse. photos avec. Mais surtout dans sa manière de procéder, je m'aperçois qu'en fait, on a affaire à des outils extrêmement intéressants. Et il y a ces réseaux sociaux qui sont encore déserts. Donc tu sais bien que quand on commence à investir les canaux sociaux, les réseaux sociaux, au fur et à mesure que ta base communautaire s'élargit, tu es obligé de redéployer un langage commun. C'est-à-dire qu'imaginons que tu as un propos qui s'internationalise, tu vas vite switcher, tu vas être obligé de switcher du français vers l'anglais. Bon, grosso modo, pour faire court. L'image a ça de fantastique, qu'elle est universelle. On a coutume de dire que une image ou une photo égale 20 000 mots. Bon, ben voilà. Donc, je commence à jouer avec l'outil parce que je suis un geek, parce que je regarde ce mec, Benjamin Bocas, jouer et faire des trucs assez incroyables. Là, par contre, je me dis, tiens, pourquoi pas moi? D'accord. En Parce fait, que- est-ce que ça veut dire que l'appareil comment dire, te détend, j'ai envie de dire, ou Ouais. je trouve pas le mot, mais Oui, je te comprends. permet de te dire, je ne suis pas photographe, je suis Ouais. preneur d'images, Ouais. et à la limite, cet appareil fait que je suis un peu unique et je fais de l'image, mais je me confronte pas à tous les autres photographes que tu pouvais estimer à l'époque. Il y a un peu de ça ou pas? En tout cas, le smartphone ou ces appareils ou le numérique a apporté deux, trois choses qui sont intéressantes. C'est l'intuition, c'est-à-dire l'usage intuitif d'un outil qui peut être très puissant, mais qui est facile d'usage ou d'approche. Et moi, ça m'a intéressé. Et c'est pour ça que je trouve que bon, il y a souvent des dialogues, des conflits, des dualités entre les vieux ayatollahs de l'argentique et les tenants du numérique sur c'était mieux avant, etc. Moi, je trouve que le numérique a été absolument fabuleux parce qu'il a permis l'accès à des matériels relativement peu coûteux, extrêmement puissants, plutôt simples d'usage et d'approche, et ça a permis l'émergence de tas de talents. C'est-à-dire que malgré la surabondance, malgré l'infobésité, malgré la surproduction des contenus, qui est un fait, aujourd'hui on a toutes les 60 secondes sur Instagram 55 000 photos qui sont postées et environ 1 200 000 likes. Donc c'est un problème, mais c'est aussi une partie de la solution. Parce que du coup, il y a l'émergence de talents incroyables. Et moi, ça m'a tout ouvert. Je veux dire, quand tu fais de la radio pour la première fois, on ne te demande pas d'être l'ingénieur du son, on te demande de parler dans le micro. Donc, tu peux devenir homme de radio si tu as du talent, si tu apprends, etc. Mais l'approche, elle est relativement simple. Photographie, il y a toujours eu cette vieille légende, cette espèce de vieille lune, mais qui était aussi celle du pouvoir des sachants. Tu sais, ce qui a été intéressant avec le numérique, c'est l'horizontalisation du rapport pro-âme, qui a détruit effectivement des pans entiers d'activité. Complètement, je suis d'accord. Il y a un enjeu un peu technique, un peu de geek technique dans la photo qu'il n'y a pas forcément dans la radio. Oui, et donc ou dans souvent, l'écriture. les photographes, qui sont aussi des familles d'individus, souvent à la psyché un peu particulière, j'ai toujours trouvé que les photographes étaient un peu bizarres, ont un peu jalousement conservé leurs acquis et leurs savoirs. C'est-à-dire que c'est sans doute une des familles ou une des disciplines où le savoir était peu partagé. Et donc on faisait croire très longtemps aux gens que pour pouvoir réaliser une photographie, il fallait acquérir un ensemble de techniques qui étaient complexes à acquérir et que donc pour faire une photographie, ben voilà, il fallait être initié, il fallait beaucoup apprendre, il fallait beaucoup se planter, qu'on n'y arrive pas comme ça. Le numérique, le smartphone et les premiers contacts ont complètement balayé cette donne-là pour mettre en avant quelque chose qui est extrêmement important dans ces pratiques, le plaisir. C'est-à-dire que la technique, c'est vrai que bon, aujourd'hui je deviens un technicien plutôt acceptable, mais
d'abord le plaisir. Alors le plaisir, justement, Ouais. ça passe par ça? Ça, c'est une chance. Ça, c'est une merveille. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que je suis un amoureux du print. Ouais. Je suis un amoureux des livres. Et jamais je n'aurais imaginé que ce travail, parce que là, soyons bien clairs, je photographie Montreuil depuis 2009 à peu près. Mais je photographie pas Montreuil, je commence par photographier mon quotidien. Alors c'est ça, raconte-moi cette aventure. Good Morning Montreuil, Ouais. qui est aujourd'hui une expo, Mhm, qui est un bouquin, mhm. qui sont des photos sur Instagram, qui sont... Oui, ils sont sur Insta, tes photos, non? Ah, moi j'ai Euh, ouvert le canal Insta très tard. d'accord. Très très tard. En Mais tout elles cas, sont sur Insta, ouais, En tout aussi. cas, ce qui est intéressant avec cette expo, c'est que finalement, alors ça résume, mais pas sur le côté péjoratif, Ouais. ça résume dans sa richesse ce que tu fais, qui est finalement de. Je trouve que si je devais te résumer, je te consacre à un photographe microscopique. Dans le Oui, sens oui, oui. microscopique dans la vue, parce que tu vas photographier des choses extrêmement précises de détails, Ouais. microscopique dans le temps, parce que tout d'un coup, tu vas aller capter des moments qui sont juste là, mais qui sont dans une demi-seconde, je sais pas comment dire en fait, un zoom sur des moments de vie qu'on ne voit plus, Mhm. et je le résume comme ça, ton travail. Et finalement, je le résume aussi comme parce que tu as ça en fait. Et finalement, voilà, beaucoup de photographes le disent, et je sais que tu le dis souvent, ce Mhm. côté, quand on pose la question à un photographe, quel est son meilleur Voilà. appareil photo? Le meilleur appareil photo, c'est celui que tu as sous la main au moment où tu veux prendre la photo. Et Ah, toi, tu as sous la main ouais, ton téléphone. c'est vrai. Et tu Mais, te mets à raconter Montreuil. Pourquoi mais Montreuil? en fait, c'est pour. Je crois que c'est. J'ai raconté Montreuil pour apprendre à l'aimer. Euh, Donc dans- Montreuil, qui est une petite ville à côté de. Enfin, alors une petite ville, Montreuil, une ville d'une richesse elle n'est folle pas si petite parce à que côté c'est de la Paris. deuxième plus grande ville d'Île-de-France quand même. D'accord. C'est 120 000 habitants, c'est 88 nationalités. Montreuil, c'est la ville de tous les excès, de tous les paradoxes, c'est-à-dire que c'est à la fois une ville très gentrifiée, avec de très hauts revenus. C'est une ville dont 10% de la population travaille dans ce qu'on appelle les industries dites créatives et de loisirs. Ouais. Donc tu as... Pendant que tu présentes Montreuil, je Ouais, te ouais, je propose t'en qu'on prie. passe des photos. Ouais. Voilà, ah ben, ça Ah bah pardon. typiquement, c'est l'autre facette. Ouais. Et donc, tu sais, quand tu as des appels de ta famille, tes copains, c'est alors quoi de neuf? Et tu fais, bah, ouais, bah, pas grand-chose en ce moment. J'étais dans une période de ma vie où c'était un peu l'ennui, un peu la routine, quoi. Et donc, j'accepte pas. Et c'est vrai que le smartphone, voilà, juste ce petit écran, ce petit filtre entre moi et la réalité, a fait que je suis rentré en résistance par rapport au fait acquis Hmm. que
eh ben, C'est joli comme phrase, ça. que, Entrer en résistance contre les faits acquis. bah ouais, c'est-à-dire je refusais que ma vie soit aussi morne quelque part à ce moment-là, cette période-là, et je refusais aussi que la ville m'absorbe. C'est-à-dire, je n'aimais pas être dans cet anonymat et je n'aimais pas être dans cette absence relationnelle par rapport aux gens. C'est-à-dire que, en définitive, et je te parlais tout à l'heure, avant qu'on débute notre conversation, je te parlais du rapport au temps réel. Et le temps Je veux bien réel que t'en parles de ça, ouais. est quelque chose qui, en fait, nous fait à tous au quotidien, quelle que soit notre nature, quelle que soit notre position sociale, notre job, nous fait du mal. Parce que l'homme ne gagnera pas le défi du temps réel. Ce n'est pas possible. L'accélération des choses et des événements, l'accélération, l'âge de l'accès, s'il y a l'âge de l'accès, il y a le temps réel, fait qu'on est dans un combat que l'on va perdre et que l'on perd au quotidien. C'est-à-dire qu'on oublie de se rendre disponible au monde. C'est-à-dire on a des to-do, des timings, des deadlines, des rétro-plannings, et tu sais, les trajets en ville, et ça c'est reconnu, sont souvent très mécaniques. Quelqu'un qui vit en ville, généralement, varie peu dans ses trajets. Il va de chez lui à son boulot, de son boulot à chez lui, il va aller chercher du pain, il va aller au Monop, il va... À ta place, il y avait Martin Besson qui était là il y a quelques semaines. Et Martin ouais. Besson a monté un média qui s'appelle Sansa, qui est un média sur les sans-abri. Je connais. Et il racontait la même chose que toi, Ouais. cet aspect de cette ville mécanique, cette ville automatique, ou cette ville où l'on passe mais on ne s'arrête pas. Et c'est faux. Ah bah c'est faux dans Non, ce qu'on devrait être. Oui, mais... non, mais je veux dire par là, c'est que ce n'est pas la ville qui impose ça. Ah oui, c'est l'humain. En définitive, on finit par oublier. C'est-à-dire il y a la différence entre le principal et l'essentiel. Et on passe notre vie à l'heure actuelle à essayer de courir après le principal. Il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est de se remettre en état de disponibilité face au monde et face à soi-même. Moi, le smartphone m'a permis de me décaler et de switcher du temps réel pour vivre l'instant présent. Et ce regard que je pose n'est pas une question de regard photographique, c'est avant tout une question de rapport au temps. Et le rapport au temps, c'est quelques secondes que je m'accorde face à un stimulus. Stimulus, ça peut être un bruit. Une photo peut provenir d'un bruit, peut provenir effectivement d'un bout d'affiche, peu importe. Mais ces 2-3 secondes que je vais accorder changent ma vie, changent mon rapport au temps, changent mon rapport à la ville, et tout à coup, je vois le beau. Parce que tu décides de le voir. Je vois les gens. Je vois leurs histoires. Les gens portent souvent leurs histoires sur eux, avec eux. Alors, et ça, on le voit dans une deuxième série que tu as fait. Ouais. Portrait chinois. Ah, portrait chinois, c'est plus rock'n'roll, ça. Là, on est... Pardon, excusez-moi. Non, là, on est un petit peu dans du rock'n'roll. Mais... On nous oublie là. Ah, ok, désolé. Bon alors. Est-ce qu'on a du son là? Ouais, on a du son là. Alors, mais vas-y. Mais alors du coup, on va nous voir derrière. Désolé, le montage est tout pourri. Non, c'est bien, ça me va très bien. Je suis désolé, pardon. Merci d'avoir prévenu, c'est sympa. Merci maman. C'est ma maman. Ouais, non, portrait chinois, en fait, c'est encore des histoires d'humanité, c'est la même chose. J'ai décidé simplement de me tourner vers les publics. Je ne suis pas le premier photographe à le faire. Mais ce qui m'a paru intéressant, c'est qu'effectivement, le chinois propose des artistes émergents. Donc les publics qui se déplacent dans ces salles de concert, ce sont souvent des publics qui en veulent, qui sont plus engagés que les autres. Et il y a un fumoir dans cette salle, qui
qui est un espace clos. C'est un huis clos, très enfumé. Et j'y viens avec mon appareil photo. Et comme je suis quelqu'un de très timide, si je veux faire un portrait, je n'ai pas d'autre solution que d'aller voir les gens. Ok. Et je regarde les gens et je leur propose un portrait. Comme la salle s'appelle le chinois, voilà, ce sont les portraits chinois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des concerts, tu n'as pas les mêmes typologies de population, c'est-à-dire tu n'as pas les mêmes âges, tu n'as pas les mêmes looks, tu n'as pas les mêmes façons de sourire, de s'amuser, de fumer. Ils ont quand même tous des gueules incroyables quand même. Ouais. C'est fou quoi. Mais ils sont beaux. C'est Ouais. ça qui est extraordinaire. Alors, on parle souvent de mon editing, qui est un editing très poussé, très marqué sur les Beaucoup visages. de clarté, beaucoup de... Mais voilà, moi, ce que j'aime, c'est j'ai toujours un regard bienveillant sur les choses et les gens. Je ne les dévalorise jamais. Et je trouve que les rides, notamment, le cuir de la peau, mais ça raconte aussi l'histoire des gens. Ça les rend beaux, c'est ce qui les rend uniques, singuliers, différents. Chacun a son histoire, qu'elle soit belle, qu'elle soit difficile, névrotique, heureuse, peu importe. Il y a un moment où chacun porte en partie son héritage, notamment dans ses yeux et sur son regard. Et c'est pour ça que je me rends dans cette salle de spectacle, parce que bon, ça fait le lien avec le fait que je suis quand même, grosso modo, un enfant du rock, que je ne quitterai jamais cette culture-là, et que c'est aussi pour moi une façon de reconnaître les publics. C'est-à-dire, il faut reconnaître les gens. Je suis dans moi, je suis dans une démarche de partage. Mon travail, quand tu parlais tout à l'heure de la diffusion, je n'ai pas répondu à cette question de la production de contenu, de la diffusion. Mais je dois tout ce que j'ai réussi à acquérir aujourd'hui, c'est-à-dire ce livre, ces expositions, des amis sur Facebook, parce que ma façon d'avoir utilisé les réseaux sociaux et Facebook, moi, m'ont permis de devenir aussi photographe. Ma compagne aussi, Roxane, c'est elle qui m'a fait vraiment devenir photographe et qui m'a donné confiance. On a travaillé ensemble sur la nudité, le rapport au corps en tant que mode d'expression pendant très longtemps, et je lui dois énormément. Mais l'autre, ce qui m'a fait photographe, c'est ma communauté. Et c'est ce travail de partage sur les réseaux sociaux qui m'a petit à petit permis de prendre conscience que ce que je proposais enrichissait l'autre. Or, on sait bien, toi comme moi, qu'une des règles d'or de la production de contenu, quand tu veux en faire un véhicule vers des communautés, le contenu n'a de valeur que s'il a une capacité conversationnelle et s'il vient enrichir le destinataire. Je me suis aperçu que ce travail qui était candide, bienveillant, apportait du plaisir et du sourire aux gens. Et puis, c'était un point de départ d'échange, surtout. Oui, et moi, c'est mon moteur. En fait, ce que je trouve absolument génial, c'est qu'à la fois, quand ces petits appareils ont débarqué, ou ces gros appareils ont débarqué, et même aujourd'hui, en fait. Les portraits chinois... Tu les fais, du coup, avec ces appareils-là? Je les fais avec, Fujifilm X2. On les appelle les tueurs de Leica. Extraordinaire. Extraordinaire. En fait, ce que j'aime, c'est que on vient quand même de parler de deux choses qui sont majeures dans la transformation, de faire des contenus ou de raconter des histoires ou de partager, qui sont à la fois le smartphone et les réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de fracture quand même numérique, où il y a énormément de personnes qui pensent que passer sa vie sur son smartphone, c'est un délire, c'est une névrose, et puis passer sa vie sur Facebook, c'est une deuxième névrose. Ouais. Ce qui n'est pas totalement faux en même temps. Ce qui n'est pas totalement faux, mais ce que j'aime bien, c'est voir le bon côté des choses. Et ce que tu représentes, tu vois, et ce que tu représentes, c'est quand même aussi ça, c'est-à-dire cette capacité. J'ai adoré quand tu as dit que effectivement, le fait d'avoir eu cet appareil dans les mains, qui n'était pas un appareil photo, t'a permis d'être, non pas de produire, mais de créer, qui était quand même ce que tu as fait que je trouve intéressant, parce que tu as placé le mot créer avant de produire. Donc à la fois de libérer des choses pour qu'on devienne créatif. Donc cet appareil, ce smartphone sur lequel on passe nos journées est quand même un outil de créativité. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment,
l'aspect social des choses, n'est pas dans une névrose de montrer toute la journée son bol de muesli, à quel point on est beau, grand, intelligent et fort, mais sert aussi à être un marqueur pour ne pas crier ne pas crier tout seul. Il y a un côté enjeu de partage, de découverte, et puis de créer une relation pour commencer une conversation. Et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant et qu'il faut regarder quand on parle des réseaux sociaux, ne pas tout jeter à la poubelle et se dire il y a quand même quelque chose qui se passe. Moi, je suis passionné par les créatifs du web. J'adore ça. J'adore Vine, par exemple, qui est un réseau social mort. Ouais. Mais j'adore ça. Tous les gens absolument créatifs qui sont sortis de Vine. En France, on peut penser à Jérôme Jarre ou ce genre de personnes. Le web et le numérique nous imposent un cadre créatif quand même fou, en fait. Mais d'ailleurs, je voudrais ajouter deux choses. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est aussi, quand on parle de réseaux sociaux, on est dans la règle des 1,10,89. Hein, 1% de producteurs de contenu, 10% qui les partagent, 89% qui restent en état de passivité totale. Là, moi, je suis dans le cadre des 1%. Tu l'es aussi. Les gens que l'on aime sont souvent des gens qui proposent, on va dire un contenu parce que c'est le terme générique, hein, ça peut être une œuvre artistique, une œuvre intellectuelle, etc. On oublie les curateurs. Il y a des gens fantastiques sur Facebook, Fredo Cost, qui est un type que j'adore. Il y a de très bons curateurs sur Facebook, ce sont des gens indispensables parce qu'ils ne produisent pas, mais par contre, ils ont un goût, une volonté de valorisation, sont des relais indispensables pour continuer justement à polliniser des contenus intelligents et intelligibles vers ces populations qui, elles, sont plus passives. Et je trouve que quand même, parler d'eux rapidement en disant « Attention, il y a des curateurs sur Facebook qui sont vraiment brillants », je trouve important de le signaler. Et enfin, quelque chose qui m'est apparu de criant de vérité. Moi, j'ai fait ce livre pour mon fils, qui a grandi à Montreuil. Et j'étais avec lui à Montreuil le 13 novembre. Au loin, on entendait des choses. On était en hauteur et pas loin de la porte. Et j'ai redécouvert l'horreur en direct sur BFM parce qu'on a fini par switcher, comme la France entière. Et mon fils a 20 ans et bon, voilà, j'ai redécouvert Un monde en guerre en direct avec lui. Et ça m'affecte profondément. Comme tu sais, j'ai le plaisir également d'enseigner en médiation culturelle. Et la première chose que j'ai quand même dit et que je continue à dire et que je dis ici, c'est que nous avons la chance d'avoir accès à une palette d'outils qui nous permettent de nous exprimer. Et je crois qu'il est indispensable aujourd'hui que nous n'ayons pas peur et que nous saisissions des opportunités qui nous sont offertes pour en fait nous exprimer. Moi, c'est cette décision que j'ai prise. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas passer outre parce que je crois que ce regard bienveillant que je porte sur Montreuil, j'aurais pu photographier Montreuil différemment. C'est un choix, mais ce n'est même pas un choix éditorial. C'est mon choix de vouloir vivre cette ville comme ça. Et donc d'en témoigner de cette manière-là. Et de célébrer le beau de cette ville, célébrer le moment, célébrer l'instant, malgré les difficultés, parce qu'on voit certaines photos sont dures, certaines photos... Mais d'être bienveillant. Et je crois que, voilà, moi j'inviterais tout le monde, quel que soit son talent, quelle que soit sa capacité de faire les choses, d'essayer de raconter quelque chose qui lui ressemble. Parce que d'apporter une voix singulière, quelle que soit la puissance de la voix qu'il porte, ce sera apporter toujours quelque chose de positif et qui viendra cultiver la différence. Or, mon travail, c'est aussi de reconnaître ça. Et c'est de l'encourager. Et c'est de l'encourager. Parce que ce ne sont que des photos iPhone. Ce ne sont que des photos extramatiques. Voilà, c'est vraiment que des photos que tu as prises sur, oui, mais sur je veux ton dire, téléphone. C'est un que dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire. Où est-ce qu'on peut voir ton travail? On peut le voir. Il y a une expo en ce moment, je crois. Alors, il y a une expo à Montreuil. Alors, c'est pareil, ça c'est pour boucler la boucle.
J'ai voulu montrer ce travail dans cette ville, puisque c'est la réédition, c'est la deuxième édition de ce livre. C'était important pour toi de l'imprimer? Alors, ce livre, oui, mais d'imprimer ces photos que Oui, l'on a pu bien voir sûr. et de les partager à tout le monde? Pour un photographe, c'est toujours merveilleux. Moi, j'aime le papier, hein. Je suis un enfant du web, mais je suis un enfant du print. Ben c'est clair, c'est comme un musicien, je suppose, que de voir, je sais pas moi, son album sortir sur un vinyle 180 grammes, ça fait kiffer, quoi, avec une jolie pochette. Moi, c'est certain que d'avoir la chance de voir mon travail exposé, mais plus que ça, de voir des publics. C'est moi qui garde mon expo. J'y tiens. Alors, ça m'embarrasse du point de vue de l'agenda, mais je n'expose pas à Montreuil juste pour mettre 55 photos et une ligne de CV. C'est pour observer les gens s'emparer de ces histoires-là. Et c'est vrai que l'expo est populaire, je l'ai voulu très accessible. J'ai bataillé avec la ville pour pouvoir montrer ce travail et qu'ils soient mes partenaires, qui m'offrent un lieu central. Ils m'ont accompagné. Et donc ce travail est montré, c'est ça qui est très intéressant, à la fois des amateurs de photographie, qui ont donc des clés d'analyse, qui savent décoder, qui ont un regard éduqué, et donc un regard critique, une distance critique, comme on dit, mais aussi des gens du quotidien, c'est-à-dire JD qui fait des jus de fruits à la porte de l'expo le matin, la petite Mama et ses 5 gamins qui rentrent et qui reconnaissent ça, ça, ça et ça. La photographie est un médium intéressant de ce point de vue-là, contrairement aux autres arts plastiques. Il y a beaucoup moins cette fragilité psychologique de la part des publics sur l'accès à ce type de proposition. La photo ne fait pas frontière. C'est-à-dire que la photo est intéressante parce qu'elle peut s'adresser à un public exigeant, qui va savoir regarder, observer les lignes de force, la construction, la composition d'une photographie, y prendre du plaisir ou au contraire être critique, mais des gens qui n'ont pas cette curiosité-là ou cette culture-là ou ces habitudes-là peuvent être confrontés à la photographie tous les jours, y prendre plaisir, se raconter des histoires à partir d'une photographie, c'est-à-dire s'emparer de la proposition pour en fait la nourrir de leur propre imaginaire. Et la photographie m'intéresse pour ça, c'est que ce médium populaire en fait décloisonne totalement le rapport ou l'accès à l'art ou à la proposition artistique. Est-ce que le fait d'imprimer tes photos et de les proposer t'amène une brique supplémentaire dans le fait de s'assumer, si on a une grosse discussion là-dessus, Ouais. de s'assumer en tant que photographe? Oui, oui, ça y est, aujourd'hui, tout va bien. Tout va mieux, j'ai envie de dire. C'est compliqué. Moi, je m'accepte Non, pas en tant que photographe. Pour moi, je suis pas photographe. mais ça va t'arriver, t'inquiète pas. Je te l'ai dit. Non, mais tu vois, je sais pas quel est le déclic qui fait qu'à un moment donné, on se dit oui, je suis photographe ou moi, je suis un créateur d'images pour l'instant. Oui. L'aspect artistique des choses, à partir de quand j'aime beaucoup, et peut-être qu'on va finir sur une des phrases, mais une des premières fois que je t'ai rencontré, et je te l'ai dit tout à l'heure, ce qui m'a fasciné et ce que j'ai adoré dans ta vision de la photographie était de dire finalement, la photographie permet de juste lever les yeux, regarder ce qui se passe autour de soi, et juste de prendre conscience qu'un monde nous entoure. Ouais, Et je trouve ça beau en fait de se dire juste la photo t'oblige à lever les yeux en fait, et être curieux de ce qui se passe autour de toi. Être disponible au monde. Vraiment, c'est un état de disponibilité. Après, ce qui fait la différence entre une photographie et une image, il faudrait qu'on passe 2 heures à en parler. Allez, c'est parti, moi Mais j'ai rien ce soir. moi, je pense qu'on t'a déjà dit, ou si on ne te l'a pas encore dit, ça va pas tarder. On dit, tu vois, moi, quand je vois tes photos, je sais que c'est toi. Je suis sûr qu'on te l'a dit. Disant, Romain, Oui. ça c'est toi qui l'as fait, je le reconnais. Et On te l'a dit? Oui, oui, j'ai un très bon copain, François Tancré, avec qui je m'entends très bien, qui fait beaucoup de photos aussi. Bon. Oui, oui, c'est vrai. Ben, oui, mais ça, c'est le début de l'acceptation du fait que tu sois photographe. Moi, ma difficulté n'a pas été d'accepter d'être photographe, finalement, c'est d'avoir accepté d'être considéré comme un artiste. Ça a été quelque chose d'extrêmement douloureux, d'extrêmement compliqué pour moi, d'accepter ce mot et d'accepter ce fait.
Oui, parce que tu passes de connecteur à artiste d'un coup. Tu changes de position, tu changes de rôle, tu Ouais. changes de... Et la photographie, c'est un peu pareil. En fait, ce qui fait la différence entre une image et une photographie, c'est essentiellement ce qu'il va y avoir dedans. Hmm. Si j'emploie beaucoup, moi, le format carré, qui est vraiment mon format préféré, Ouais. c'est parce que le carré ne pardonne rien. C'est-à-dire, quand tu fais une photo carrée, il faut que ce soit dedans. C'est-à-dire que ton sujet, ta composition, ton histoire, Hmm. c'est dedans où il n'y a pas. Ça simplifie la lecture ou ça la complexifie, du coup? Ça, alors, Ou il n'y a peut-être moi, pas je d'ailleurs, crois ça, que, ni l'un ni non, l'autre peut-être. Hein. je crois que ça intensifie la lecture. Ça la simplifie pas, ça la complexifie pas. Par contre, ça l'intensifie. Hmm. Parce que quand tu travailles sur le format carré, tu ne laisses aucune chance pour le regard de pouvoir balayer en fait le champ. Et puis le personnage principal n'est plus une interprétation de ce qu'elle regarde, mais Et c'est ton elle premier, vraiment. ton second, ton troisième plan est vraiment enfermé dans cette petite fenêtre-là. Et il faut impérativement Hmm. que ton propos s'y tienne et soit équilibré. Sinon, ça n'existe pas. C'est quoi ton conseil, ce sera ma dernière question, que tu pourrais donner aux personnes qui ont envie de se lancer, aux personnes qui ont envie de faire de la photo, qui ont envie d'en faire d'une manière plus proactive que simplement prendre en photo ses copains, qui pourrait être une forme de photographie d'ailleurs. Mais Mais il y a des tas de gens qui le font. Euh, Alors, au départ, c'est comme toutes les pratiques. Je ne sais pas si tu as déjà joué de la guitare ou si tu en as une derrière toi. Bon, avant de savoir jouer, bah, tu fais d'abord, tu as tes gammes et c'est chiant, quoi. Et pour la deuxième fois, je vais citer ma maman et mon papa pour leur dire merci d'avoir accepté de tant d'années. Je crois que la photo, c'est d'abord, comme toutes les pratiques, c'est d'abord une contrainte. C'est en fait, c'est de ne pas avoir peur à un moment donné de se dire qu'on va dépasser le cap de cette contrainte. C'est-à-dire, la contrainte, c'est quoi? C'est d'avoir ton appareil ou ton smartphone. C'est de voir un truc et de faire la photo. Parce que ce que disent pas les photographes, c'est que le nombre de photographes qui ont vu un truc et qui ont eu la flemme de faire la photo, il y en a un paquet. Parce que c'est aussi une contrainte. Et donc, il faut croire à ce moment de félicité merveilleux où tu passes de la contrainte à l'indispensable, à l'addiction. La deuxième chose, c'est se libérer à tout prix pour les jeunes photographes du carcan de la culpabilité de la maîtrise technique. Ce n'est pas le premier objet. Donc, en même temps, ce n'est pas la peine d'aller s'acheter un appareil à 10 000 de photographe expert. Je veux dire, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Mais il ne faut pas culpabiliser à cause de la maîtrise technique. C'est une erreur monumentale. La technique viendra d'elle-même. C'est le plaisir avant tout. Le plaisir, le plaisir, le plaisir et le plaisir. Et après, une fois qu'il y a eu cette petite zone d'expérimentation, d'être à la fois suffisamment bienveillant et exigeant envers soi-même pour découvrir en fait les veines narratives qu'on est capable de traiter. Alors, il faut être dans cet état un peu schizophrénique, à la fois d'être bienveillant avec soi et en même temps de ne pas être malhonnête. Il ne faut pas avoir peur de louper ses photos. Autre sujet. Voilà. Et puis voilà. Non, mais la valeur, c'est le plaisir. C'est vraiment le plaisir. Quelle que soit finalement la pratique. Mais ouais. Merci Jean-Fabien. Ben, merci. C'était un Merci, vrai Romain. plaisir de t'avoir là. Ben, Je pense partagez. que on va te faire un gimmick. Tous les mois, tu vas revenir. Allez. J'adorerais parler de Nantes encore des dizaines d'heures. Et tu sais quoi, on ira faire une conversation à Nantes avec. Avec qui tu veux qu'on le fasse? Oh, ben, on va inviter tout le monde, Hérault, Boistard. On fait une J'adorerais. conversation géante. Tu veux? Ah ouais. Et ben, on se fera un grand canap à la Facebook et on invitera tout le monde. Exact. C'est absolument génial. Merci pour tout, Jean-Fabien. Merci Romain, et puis merci à Donc, tout le monde. Hein. Good Morning Montreuil, Yap. exposition à Montreuil. Et puis le bouquin disponible partout en France. Super. On mettra Voilà. le lien, je mettrai le lien auprès de la vidéo. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci. C'était vraiment chouette.
Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'avoir sur ce Merci. canapé. On se retrouve la semaine prochaine. Nous serons le 22. Ce sera la dernière conversation. Et nous serons avec Nicolas Van Bremersch, alias Versac, qui aujourd'hui est directeur de l'agence Pintank, qui a créé le lieu Le Tank à Paris. Et Versac, enfin Nicolas, est quelqu'un que j'adore absolument. Et j'ai envie de discuter avec lui de politique, de place d'un lieu dans une ville, de la ville, de... Toutes ces questions sont absolument majeures, surtout que c'est un peu un clin d'œil à la cantine de Nantes. Encore une fois, je rappelle, hein, qui a été brûlée malheureusement. Et en fait, j'ai envie de réfléchir à cette question qui me passionne, même si je suis à distance, de me dire que finalement, aujourd'hui, il y a peut-être 250 cantines. Parce qu'il y a 250 boîtes quand même qui ont dit, pas de souci, vous venez chez moi si vous attendez une place. Et je trouve ce soulèvement nantais digne de tout ce que tu as raconté sur cette ville. Des allumés, Nantes restera une espèce d'allumé total avec toutes ces boîtes qui tout d'un coup se mettent ensemble pour dire, pas de souci, venez. Et j'ai envie de réfléchir avec Nicolas à la place d'un lieu culturel dans une ville, un lieu technologique, un lieu de partage, et à ce qui peut se disséminer dans la ville. Donc voilà, j'ai envie de parler de tout ça avec lui, on en parlera jeudi prochain, et on sera pas très loin de Noël, encore plus proche. Yep, il faudra penser à faire le shopping. C'est ça. Merci Jean-Fabien. Avec À plaisir. très vite. Ciao, ciao. Ciao, Bye. bonne soirée à tous.